Ok. Bon, bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Olivier Goffard, je suis maître de conférence à l'Université de Strasbourg et je suis ravi de pouvoir présenter un travail très récent aujourd'hui dans lequel on va regarder comment on peut tarifer un contrat d'assurance lorsqu'on n'a pas de données historiques de sinistralité et qu'on va utiliser plutôt les données de marché. Donc c'est la première fois que je présente ce travail, donc je vais vous demander d'être un peu indulgent, mais je serais vraiment heureux de recevoir vos feedbacks par rapport à ce travail. Donc, on va se placer dans un contexte où on a une compagnie d'assurance qui souhaite entrer dans un nouveau marché. Donc là, en l'occurrence, on va parler de l'assurance chien-chat. C'est un contrat d'assurance qui couvre les dépenses médicales pour les animaux de compagnie. Donc c'est un marché qui est un peu émergent, qui est assez bien implanté peut-être dans des pays anglo-saxons ou scandinaves, mais bon, en France, le marché est encore un peu, je dirais, émergent, et donc on peut se demander comment une compagnie d'assurance, par exemple comme CNP, pourrait proposer un contrat et comment tarifer ce contrat en sachant que CNP ne possède pas des informations sur la sinistralité. Et comment, à partir des primes de marché, on peut essayer d'étudier le risque et de proposer des garanties. Donc, comment ça fonctionne, l'assurance chien-chat, euh, en tout cas sur le marché français? Essentiellement, on va prendre toutes les dépenses pour toutes les dépenses de vétérinaire, médicales associées à un animal de compagnie. Et on va avoir un certain nombre d'événements qui vont engendrer une dépense. Donc, ce nombre d'événements pour un an, ça va être grand N, qui va être une variable aléatoire. Et pour chaque événement, on va avoir donc une dépense. Donc, on va avoir un montant qui va être versé en euros. Et ça, c'est les UI. Et donc, le cumul de toutes ces dépenses, c'est la somme des UI. Et c'est ce que les compagnies d'assurance vont couvrir, en fait. C'est une partie de ces dépenses. Donc, On a perdu ton support. Est-ce que tu peux, s'il te plaît? Ok, super. et nous, hein. Ah ouais. Je ne sais pas si je vous ai perdu, à quel slide je vous ai perdu. Est-ce que c'était au slide 3 où j'expliquais qu'il y avait grand X qui était la somme de toutes les dépenses liées à votre animal de compagnie pendant un an. Et donc, ce que la compagnie propose de couvrir, donc c'est une fonction de cette dépense. Et cette couverture d'assurance est associée à des paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est R. C'est ce qu'on appelle le taux de couverture, qui s'exprimait en pourcentage. Donc, par exemple, on va avoir R égale 70%, ça veut dire que la compagnie d'assurance va indemniser 70% des dépenses totales sur l'année. On peut aussi avoir une franchise, donc c'est ce que j'ai appelé le deductible, D. Donc, c'est tout ce qui va dépasser la franchise va être couvert. Et il va y avoir aussi un troisième paramètre qui est la limite. Si les dépenses dépassent la limite, on n'indemnisera que le niveau limite. Donc voilà, ça nous fait une couverture d'assurance et les différents contrats qu'on trouve sur le marché proposent différents niveaux pour R, pour D, pour L. Et quand on veut tarifer le contrat d'assurance, on va s'intéresser au coût moyen à indemniser. Et donc ça correspond à la moyenne de G de grand X. Donc c'est ce que j'ai noté P, c'est ce qu'on appelle en général prime pure. Donc, si on avait des données historiques sur la sinistralité, si on savait un petit peu combien de dépenses médicales sont par an, si on avait des informations par rapport au nombre de dépenses médicales et à leur coût, on n'aurait pas de difficulté à estimer statistiquement cette prime pure. On pourrait trouver un estimateur qu'on pourrait noter P chez chapeau. Mais il faut que quelqu'un ferme son micro. Voilà, super. Donc, on aurait un estimateur P chapeau de notre prime pure. Mais notre problème, comme on l'a compris, c'est qu'on n'a pas ces données historiques. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder des données de marché. Donc là, je vous ai mis un petit exemple juste pour illustrer un peu la garantie proposée et la prime pure en fonction des paramètres du contrat. Donc j'ai simulé un nombre d'événements qui va être de loi de Poisson, des montants indemnisés qui sont de loi log normale. Donc là, c'est complètement un modèle jouet. C'est pas du tout réaliste. Et j'ai tiré au hasard des taux de couverture, des R, et des niveaux de franchise, des D.
Donc, je les ai vraiment tirés au hasard dans une loi uniforme. J'ai mis la limite à l'infini et j'ai regardé la valeur de la prime pure pour chacun de ces contrats, en imaginant que ces contrats sont des contrats proposés par différentes compagnies d'assurance. Donc, ce qu'on observe sur le graphique, c'est que la prime pure, ben, elle décroît en fonction du niveau de franchise. Donc, c'est la prime pure en fonction du niveau de franchise sur l'axe des X. Et on a la grosseur des points qui caractérise le taux de couverture. Donc, la grosseur, plus le point est gros, plus le taux de couverture est important. Donc, c'est logique d'avoir les gros points plutôt en haut du graphique, puisque ça correspond à des niveaux de prime pure élevés. Donc, voilà comment ça peut se visualiser. Bon, là, on n'a que deux paramètres, R et D. Si j'avais rajouté L, on serait en 3 dimensions, on aurait plus de difficultés à visualiser la prime pure en fonction des paramètres. Bon, nous, ce qu'on observe, c'est pas la prime pure, évidemment. Non. Nous, ce qu'on observe, c'est la prime commerciale, donc proposée par les compagnies d'assurance aux clients. Et cette prime commerciale, on peut imaginer qu'il s'agit d'une fonction de la prime pure. Donc, ça va correspondre à la prime pure, mais chargée pour couvrir des frais de gestion des contrats, couvrir des différentes charges de la compagnie, etc., etc. Donc, on imagine que la prime commerciale va être une fonction de la prime pure, donc c'est la fonction f, et telle que la prime commerciale va être plus élevée que la prime pure, et c'est ce qui est, c'est ce qui est euh, visible sur les sites des compagnies d'assurance qui proposent de l'assurance chien-chat. Donc, on a noté ça, pi, la prime commerciale. C'est ce qu'on va euh, observer. Et bon, là, on fait déjà une hypothèse assez forte, qui est que la compagnie d'assurance applique un principe de l'espérance, c'est-à-dire que la prime commerciale est liée à la prime pure, qui n'est rien d'autre que l'espérance, la moyenne des coûts pour la compagnie d'assurance. Donc, on peut avoir d'autres principes de tarification prenant en compte, par exemple, la variance du risque ou l'écart type. Et donc, on serait plutôt sur un principe de variance ou d'écart type. Bon, là, on suppose, en tout cas dans le cadre de cette présentation, que les compagnies d'assurance tarifient en utilisant le principe de l'espérance. Donc, par exemple, on peut avoir un lien linéaire entre la prime commerciale et la prime pure, avec ce 1 plus eta. Donc, le eta, c'est ce qu'on appelle le chargement de sécurité. Donc, c'est de combien va dépasser, enfin, de combien la prime commerciale va dépasser la prime pure. Donc, c'est un lien ici assez simple. Et donc, si on applique ce principe de tarification par la moyenne, et qu'on regarde la prime pure en fonction de la prime commerciale, forcément, puisque j'ai décidé que c'était un lien linéaire, on a cette relation linéaire. Ici, j'ai supposé que chaque compagnie d'assurance utilisait son propre chargement de sécurité. Donc, j'ai en fait tiré au hasard le eta i dans une distribution uniforme et j'ai fait le graphique de la prime pure et de la prime commerciale. Et l'un des ingrédients qui va me permettre de tarifer, c'est l'étude du lien entre la prime pure et la prime commerciale. Donc, c'est un lien que je ne connais pas. Là, bien sûr, c'est des données simulées, donc je le connais très bien, c'est un lien linéaire, mais dans la réalité, ce n'est pas forcément un lien linéaire, et en fait, je ne connais pas ce lien. Donc, un des points clés, ça va être d'apprendre le lien entre prime pure et prime commerciale chez les concurrents. Donc, dans la pratique, souvent, quand on parle de tarification, on aime bien parler de loss ratio. Donc, si vous voulez, la prime pure, ça correspond aux dépenses. La prime commerciale, ça correspond aux primes perçues. Donc, le ratio de prime pure sur prime commerciale, ça va correspondre un peu au loss ratio. Et c'est donc 1 sur 1 plus eta. Donc, ici, ça correspond à des loss ratios au vu des chargements de sécurité que j'ai tirés au hasard. Ça correspond à des loss ratios assez faibles, 33 à 66%. Donc, c'est plutôt. Et c'est ce qu'on retrouve en fait quand même dans l'assurance chien-chat. C'est un produit qui est assez rentable, je crois. Alors, comment on va apprendre le lien entre prime pure et prime commerciale? On va utiliser un modèle de régression qui s'appelle la régression isotonique. Alors, moi, j'en avais jamais entendu parler avant de commencer à travailler sur ce sujet, et pourtant, c'est un assez vieux modèle, en fait. Donc, ça existe depuis très longtemps. Euh, et il y a assez peu d'utilisation de ce modèle en actuariat, en tout cas à ma connaissance. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour apprendre le lien entre ma prime pure et ma prime commerciale. Pourquoi je n'utilise pas un modèle de régression linéaire? Parce que j'ai envie que dans mon modèle de régression, j'ai une contrainte de croissance. C'est-à-dire que si j'ordonne mes primes pures de manière croissante, je veux que mes primes commerciales soient elles aussi croissantes en fonction de la prime pure, ce qui me paraît, moi, être voilà, une hypothèse logique.
Et on l'a vu sur le graphique, ce n'est pas forcément le cas, en fait, ici, avec différents niveaux de chargement de sécurité, etc. Donc, j'ai envie de faire passer une droite de régression là-dedans, et je veux imposer que cette droite de régression soit constante. Donc, évidemment, si je faisais une régression linéaire, on imagine bien qu'avec ces points-là, j'obtiendrais plutôt quelque chose de croissant. Mais ici, c'est des données simulées. Les données de marché sont potentiellement beaucoup plus bruitées, et je pourrais avoir des points aberrants qui pourraient potentiellement nuire à la calibration de mon modèle de régression linéaire. Donc, je vais utiliser la régression isotonique qui va avoir ce côté un peu plus robuste, et je vais expliquer donc comment ça marche. En fait, je vais remplacer mes primes commerciales observées par des primes commerciales estimées, des pi-chapeaux, et je vais vouloir que mes primes commerciales estimées soient proches des primes commerciales observées. Donc ça, c'est le premier critère ici, que la distance entre primes commerciales et les primes commerciales observées et estimées soit proche. Et je vais imposer que mes primes commerciales estimées soient ordonnées de façon croissante. Et ensuite, ma fonction f, donc c'est la fonction qui va lier la prime pure et la prime commerciale, ça va être simplement une fonction constante par morceau en mes primes commerciales estimées. Et ça va me donner mon lien, ma fonction f qui relie la prime pure à la prime commerciale, ben, je l'estime avec ce modèle de régression isotonique, c'est mon f chapeau. Donc voilà, je fais passer une droite constante par morceau en fait dans mes points, et puis ça me donne cette forme d'interpolation. Et de par la contrainte de croissance et le caractère un peu local que je vais expliquer de l'algorithme qui permet d'obtenir cette droite de régression, enfin cette fonction de régression, eh ben, je vais être un peu plus robuste, un peu plus résistant aux valeurs aberrantes. Donc là, je vais vous montrer juste comment ça fonctionne, cet algorithme qui me permet d'obtenir mes pi-chapeaux. C'est ce qu'on appelle le Full Adjacent Violator Algorithm. Donc c'est assez simple, en fait, c'est je parcours les points, et à chaque fois que je rencontre une contradiction, au sens où il y a un point, le point courant est inférieur au point précédent, j'ai une violation de la contrainte de croissance, et je vais remplacer les deux points par la moyenne, tout simplement. Donc là, j'ai fait une petite animation, j'espère que vous voyez l'animation se produire. Donc on parcourt les points, donc c'est les points qui deviennent verts, et à chaque fois qu'il y a un point rouge, ça veut dire qu'il y a une contradiction, et là je remplace les deux points par leur moyenne. Et je construis ainsi séquentiellement ma droite de régression, ma fonction de régression isotonique. Et voilà. L'algorithme est vraiment d'une simplicité est très simple, à mon avis. Et on a ce côté segment, au sens où les points vont influencer le segment où ils se trouvent, et c'est ça qui va rendre le modèle de régression isotonique peut-être un peu plus résistant par rapport aux valeurs extrêmes, par rapport à un modèle de régression linéaire simple. Il faut aussi noter que modèle de régression isotonique, ici on est sur un modèle non paramétrique, on a quasiment autant de paramètres que de points observés. Donc c'est normal aussi qu'on soit peut-être un peu plus précis que la régression linéaire. Donc voilà comment on apprend le lien. Bon, le problème, c'est que là, c'est quand on connaît la prime pure. Bien évidemment, moi, je ne connais pas la prime pure. Il va falloir trouver une façon quand même de calculer cette prime pure. Et donc, parce que les données de marché, finalement, la prime pure, elle est un peu cachée. Donc, si je reprends mon problème, j'ai mes données de marché ici, les pi, et c'est une fonction, FI, la fonction de chargement, qui est inconnue, qui est différente pour chaque compagnie d'assurance. Il y a la garantie proposée, donc c'est GI, la fonction qui va lier la dépense et la couverture d'assurance. Ça, c'est connu. D'accord? Ça, je connais les termes du contrat. Ça, il n'y a pas de problème. Et il y a le risque, grand X, donc les dépenses, qui vont être paramétrisées par un paramètre θ qui est bien sûr inconnu. Donc j'ai deux inconnus dans mon problème. Il y a la fonction de chargement et le paramètre θ. Donc dans l'algorithme que je vais utiliser pour faire le lien et inférer le paramètre θ sur la base des primes commerciales, j'ai besoin de proposer des valeurs de paramètres et d'identifier des fonctions de chargement, et je vais faire un peu des allers-retours comme ça. Donc l'algorithme proposé, je l'ai appelé ABC algorithm pour Approximate Bayesian Computation. En fait, on va avoir une approche bayésienne de l'inférence, du problème d'inférence ici. On va supposer que le paramètre est une variable aléatoire, il a une loi a priori. Donc je vais commencer par tirer des valeurs de paramètres dans ma loi a priori. Donc ça va être mon θ star. Grâce à mon θ star, je suis en mesure de calculer des primes pures. Donc c'est l'espérance de mon risque avec G de I qui est connue, qui est la garantie proposée par la compagnie d'assurance. Donc je suis en mesure de calculer ma prime pure PI star associée à mon paramètre que je viens de tirer. Je vais calibrer mon modèle de régression isotonique.
donc le PI, et je vais avoir un F star sur la base de ces primes pures que je viens de calculer. Et je vais construire des primes commerciales synthétiques, des primes commerciales simulées grâce à grâce à ces primes pures et à cette calibration de la régression isotonique. Donc j'obtiens à nouveau un jeu de données D-star, donc qui correspond à des primes commerciales, et je vais pouvoir le comparer aux données observées. Donc je vais calculer la distance entre mes primes commerciales observées et simulées. Si cette distance est suffisamment petite, alors je vais conserver la valeur du paramètre, parce que j'ai un paramètre qui m'a permis de bien expliquer mes primes commerciales, et donc je pense que c'est un paramètre qui est intéressant. J'ai aussi un autre garde-fou qui dit que euh, le loss ratio, il est dans un certain intervalle. Je ne vais pas permettre à mon loss ratio de diverger complètement. Je vais quand même lui préciser que le ratio prime pure sur prime commerciale, il est dans un certain intervalle. Sinon, je peux accepter des valeurs de paramètres qui n'auraient aucun sens. Donc, je vais quand même avoir ce garde-fou aussi. Je vais recommencer ça plein de fois et je vais donc obtenir plein de valeurs θ star, de paramètres qui me permettent de bien expliquer mes primes commerciales et qui donc sont pertinentes, a priori. Donc il y a quand même des problèmes potentiellement d'identifiabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, un problème d'identifiabilité? Ça veut dire qu'il y a potentiellement plusieurs paramètres du risque qui vont donner exactement les mêmes primes commerciales. En particulier, là, on est sur un problème inverse, en fait. On cherche la valeur du paramètre en sachant les primes commerciales et potentiellement, il est mal posé au sens où on a des paramètres qui pourraient donner exactement les mêmes primes commerciales, surtout avec cette couche de régression isotonique qu'on retrouve dans l'algorithme. Donc, comment on peut avoir de l'identifiabilité? Donc ça, c'est un problème théorique qui n'est pas forcément facile à résoudre et qui serait potentiellement modèle dépendant, aussi problème dépendant. Là, on est quand même sur une couverture d'assurance très spécifique. On ne sait pas si pour d'autres couvertures d'assurance, on pourrait encore appliquer cette méthode. Donc là, je vous ai donné juste un exemple pour vous dire qu'on peut avoir de l'identifiabilité. Donc sur un modèle très simple où les dépenses sont juste une loi log normale avec un paramètre sigma égale à 0,3. Peu importe ce que c'est, un log normal, peu importe, mais juste la valeur du paramètre ici qui a donné les données, c'est 0,3. Et je prends 3 couvertures d'assurance. La première, c'est juste 75% de la dépense qui est couverte. L'autre, c'est tout ce qui est au-dessus de 0,25 qui est couvert. Et la dernière, c'est on indemnise jusqu'au niveau 1,5. Donc, c'est 3 contrats d'assurance associés à 3 primes pures et elles sont ordonnées d'une certaine façon suivant mon modèle. Donc, d'abord, le contrat avec le taux de couverture, ensuite, le contrat avec la franchise, puis le contrat avec la limite. Donc, ça me crée comme ça un ordre. Et là, je ne me suis pas embêté, j'ai dit la prime commerciale, c'est la prime pure. Mais bon, j'aurais pu mettre n'importe quelle fonction croissante. Et donc, j'ai disons, cet ordre dans mes primes pures et cet ordre dans mes points. Si vous prenez un modèle qui n'est pas le bon, et avec sigma 1 qui est 0,25, donc c'est pas 0,3, c'est 0,25, c'est pas très loin, ça conserve l'ordre des primes pures. Et dans ce cas-là, la régression isotonique donne une erreur nulle. On interpole parfaitement les points, et donc, ben, l'erreur, la distance entre les primes commerciales estimées et observées, c'est 0. Donc, bah, ce paramètre, j'aurais tendance à le conserver, d'accord? Donc, c'est pas le bon, il n'est pas très loin, mais je le conserve. Si par contre, vous mettez un paramètre égal à 0,75, là, l'ordre des primes pures, il a changé. Et donc, quand je fais mon graphique de primes pures et primes commerciales, l'ordre a changé. Et donc, quand je fais passer ma régression isotonique, bah, ça n'a plus rien à voir. Là, j'ai carrément juste la moyenne des 3 points, en fait. Et c'est ça mon modèle de régression isotonique. Donc là, forcément, je vais faire des erreurs. OK? Donc, ce qui veut dire que dans mon algorithme, je vais avoir tendance à enfin, je ne vais pas prendre en compte cette valeur de paramètre sigma 2, je vais plutôt prendre en compte sigma 1. C'est tant mieux parce que d'ailleurs, vous observez que sigma 2 à 0,75, c'est plus éloigné que 0,3 que 0,25. Voilà, donc c'est un peu là l'idée. Il faut que les paramètres puissent donner des ordres de primes pures, enfin ordonner les primes pures de manière différente pour qu'on puisse distinguer différentes situations. À noter que même si je me trompe sur mon modèle, si je me trompe et que je prends des mauvais paramètres, le modèle de régression isotonique vient quand même compenser ça pour finalement me donner des primes commerciales si j'utilisais ce modèle qui ne soient pas si éloignées du marché. Finalement, mes primes vont quand même s'aligner sur celles du marché, même si je me suis complètement trompé sur la valeur de paramètres. Donc ça, c'est aussi un des avantages peut-être de la méthode. Donc, bon, cette identifiabilité, on n'a pas été capable de la montrer théoriquement. On a fait une étude de simulation pour montrer que, bon, dans un cas un peu plus
disons réels, on arrive à avoir des résultats où les vrais paramètres du modèle sont retrouvés. Donc là, dans l'étude de simulation, on a un modèle poisson log normal avec les paramètres que vous voyez là. On génère des données simulées, donc à partir de ces valeurs de paramètres et puis différentes couvertures d'assurance. Donc les couvertures d'assurance, les paramètres, on les a tirés depuis un jeu de données réel, de données commerciales qu'on avait collectées, euh, de façon à se rapprocher le plus possible de la réalité. Et on a tiré au hasard des chargements de sécurité pour nos compagnies d'assurance, nous donnant des loss ratios entre 40 et 70%. Bon. Et on s'aperçoit que quand on augmente la taille de l'échantillon, on arrive à être de plus en plus précis sur la valeur des paramètres, donc qui étaient lambda et mu. Et on a testé deux méthodes d'estimation. Donc, je vous ai dit, on fait plein d'itérations de l'algorithme, on a plein de valeurs du paramètre, ce qui nous donne une distribution, et on doit choisir peut-être un estimateur parmi ces paramètres. Et une façon de le faire, c'est de prendre simplement la moyenne des paramètres qu'on a gardés. Donc, c'est ce qu'on appelait le map, pour moyenne a posteriori. Et on peut aussi regarder la distribution et prendre le mode, c'est-à-dire la valeur la plus probable suivant cette distribution. Et là, on s'est aperçu que le map, ça marchait mieux. En gros, c'est ça que disent les graphiques, c'est-à-dire que le map est associé à des variances d'estimation plus petites. Bon, là, on n'a pas fait beaucoup de simulations parce qu'il faut savoir que c'est assez chronophage en temps de calcul, cet algorithme. Donc, j'ai juste fait 100 runs de simulation avec plusieurs tailles d'échantillons allant de 50 jusqu'à 500. Donc, on arrive quand même à retrouver les vraies valeurs du paramètre, en tout cas des paramètres dans ce cas. Donc, maintenant, je passe à l'application sur données réelles, où on a collecté 89 contrats d'assurance et de primes proposés par différents acteurs du marché. Donc voilà une idée un peu des paramètres qui sont proposés pour les garanties. On a un peu de tout en termes de taux de couverture, on va de 0,5 jusqu'à 1. En termes de franchise, on a plutôt tendance à ne pas avoir de franchise. On a beaucoup de contrats qui donnent zéro de franchise. Et puis, quand même quelques contrats avec des franchises, hein, allant jusqu'à 150. Et donc ça, c'est en euros, hein, les montants. Là, on est vraiment sur des euros, on est vraiment sur des données réelles. Et des limites donc, qui se situent. Il y a toujours un peu une limite qui est fixée, et ça va jusqu'à 6 000 euros de limite. Voilà, donc j'ai fait le graphique de la prime commerciale en fonction de la limite, en prenant juste les contrats où il y avait des franchises égales à 0. Et pareil, j'ai mis les taux de couverture comme des points plus ou moins gros. Donc là, la prime commerciale augmente avec la limite. Par rapport à tout à l'heure où c'était avec la franchise, ça diminuait. Avec la limite, normalement, ça augmente. Donc c'est à peu près ce qu'on observe. Et on a des gros points qui sont plutôt en haut du graphique. Donc ça, comme tout à l'heure, même si on voit qu'il y a quand même des contradictions. Ce pas des données simulées. Là, on est sur des vraies données avec potentiellement plus de bruit. Donc j'ai pris plusieurs modèles pour la fréquence de sinistre et les montants de sinistre. J'ai mélangé tout ça. Je me suis dit un paramètre pour la fréquence, un paramètre pour les montants, pas plus, parce que sinon, sans doute qu'on aurait des problèmes d'identifiabilité et on ne pourrait pas faire la différence entre les différents paramètres. Donc ça nous fait quand même, quand on combine les deux, on peut avoir on a en tout 9 modèles qui sont considérés. Euh, Et en fait, chaque modèle nous raconte une histoire différente en termes de montant indemnisé et de fréquence des événements. On a par exemple le modèle poisson log normal, avec mu égale à 0, qui nous donne des montants de sinistres très faibles compensés par des nombres de sinistres très élevés. Et on va avoir à l'opposé le modèle avec la loi gamma pour les montants, qui propose des grands montants et peu de fréquences. Donc en fait, les deux choses vont avoir tendance à se compenser si on regarde le global. Mais chaque modèle raconte une histoire différente. Et finalement, la sélection du modèle le plus pertinent peut se faire sur la base de ce qu'on imagine être le nombre de sinistres par an pour l'assurance chien-chat. Et potentiellement, le modèle géométrique log normal, donc sur le graphique de droite, on voit qu'il peut y avoir des nombres de sinistres jusqu'à 300. Ça ne paraît pas raisonnable. Ou encore le modèle binomial gamma. Donc là, si on regarde sur la gauche, on voit des montants indemnisés, c'est les montants individuels, en moyenne qui sont de 1 500 euros. Ça paraît beaucoup. Ok, ça paraît pas raisonnable. Donc, on peut choisir le modèle sur la base de ce qu'on imagine être la sinistralité. Quand on regarde au global, c'est-à-dire quand je regarde non pas les montants indemnisés individuels et les nombres de sinistres, quand je regarde la somme, voilà, les choses se rattrapent un peu, même si on a quand même les modèles basés sur la loi log normale avec le paramètre mu égal à 0 qui se distingue. Les autres s'alignent à peu près, autour de 300 euros de dépenses annuelles, entre 250 et 300 euros de dépenses annuelles, ce qui paraît quelque chose d'assez raisonnable, peut-être un peu élevé d'après notre expert.
et des loss ratios qui, eux, s'alignent pour tous les modèles, mis à part le modèle géométrique log normal, mais les autres modèles s'alignent en termes de loss ratio, et on est sur du loss ratio à 70%. Donc, quand je regarde les fits isotoniques, donc c'est les explications de prime pure en fonction de, enfin la prime commerciale expliquée par la prime pure, tous les modèles me renvoient à peu près à la même histoire pour le coup. Mis à part le modèle géométrique log normal, donc qui lui se distingue évidemment, mais les autres renvoient à peu près à la même histoire. Et si on se focalise sur un modèle en particulier, on peut l'utiliser comme ça pour se donner une indication sur le marché de l'assurance chien-chat. Donc je prends le modèle poisson log normal, donc j'ai pris ce modèle-là au hasard parmi les modèles qui nous paraissaient raisonnables. Je trace la courbe de régression isotonique et je mets les points avec des couleurs différentes suivant la compagnie d'assurance qui a proposé le contrat. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a différentes stratégies qui ont l'air d'être utilisées par les compagnies d'assurance, qui ont l'air de tarifer différemment. La compagnie avec les points violets semble tarifer en dessous du marché, avec une stratégie plutôt agressive de gain de part de marché en proposant des tarifs plutôt attractifs, là où les autres, enfin là où d'autres, tels que la compagnie d'assurance en vert, proposent des tarifs plutôt élevés. Donc voilà comment on peut utiliser cette méthode pour avoir une indication sur le marché. Et nous, on imagine que si on a des paramètres et pour notre modèle et cette régression isotonique, on va pouvoir proposer une garantie et se mettre un peu dans le marché pour tarifer. Donc il y a pas mal de limitations en lien avec ce problème, hein. Il y a beaucoup de choses où on peut se tromper. Alors déjà, le modèle du risque, hein, log normal poisson par exemple, bon, ça peut être très faux, d'accord? Et on le voit hein, sur les résultats obtenus pour les montants indemnisés et les nombres de sinistres, on peut être très faux. Mais on peut se rattraper avec le modèle de régression isotonique. Même si on a les faux paramètres, on va quand même proposer des tarifs qui ne sont pas trop, trop éloignés du marché. Il y a le principe de tarification, on utilise, hein, le premium principle. Bon, là, on a utilisé le principe de la moyenne. On pourrait utiliser le principe de la variance. Il faudrait modifier un petit peu l'algo. Les données, il faut qu'elles soient suffisamment hétérogènes. Il faut que les garanties proposées soient suffisamment hétérogènes pour qu'on puisse avoir de l'identifiabilité. C'est le fait qu'on ait des taux de couverture, des franchises, des limites différentes. C'est ça qui nous permet d'identifier le risque. Il va y avoir des erreurs d'estimation qui sont liées aux données et nous proviennent des autres assureurs. Donc, on ne sait pas quelle est la qualité de l'historique des données utilisées par les autres assureurs. Donc, ça, évidemment, ça peut engendrer des grosses erreurs. Il y a les temps de calcul. Donc, ça, c'est l'un des problèmes de cette méthode. Bon, j'arrive quand même à faire tourner ça sur ma machine, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, quand même, cette méthode avec cet algorithme ABC, c'est assez chronophage d'obtenir des résultats. Les problèmes d'identifiabilité, donc ça, on en a parlé, il faut qu'on puisse avoir des paramètres qui ordonnent différemment les primes pures, sinon, sans doute qu'on n'arrivera pas à dire grand-chose. Voilà. Donc, pour conclure, on a implémenté un package software qui s'appelle ISO Price Air et qui permet de faire ce travail d'algorithme ABC, de régression isotonique. Il manquerait probablement à ce travail une étude théorique, même si il faudrait prendre des cas particuliers, etc. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de très facile. On aimerait bien ajouter peut-être de la sélection de modèles, donc autre que juste, tiens, le nombre de sinistres, il est complètement délirant, on ne va pas prendre ce modèle. Peut-être d'avoir d'autres façons de sélectionner le modèle, peut-être plus objectives. On se demande s'il y a d'autres applications que l'assurance chien-chat. On imagine que l'assurance chien-chat, les garanties proposées, etc., ne sont pas non plus totalement exotiques et qu'il y a d'autres produits d'assurance qui fonctionnent un peu sur ce mode-là. On se dit que si on est une compagnie d'assurance qui entre dans le marché du chien-chat, au bout de quelques années, on aura aussi de l'historique. Et peut-être qu'on peut combiner les données historiques avec les données de marché. Peut-être dans un cadre de crédibilité. C'est une piste aussi piste pour un futur travail. Voilà, je veux vous remercier pour m'avoir écouté. Je serais ravi d'avoir vos retours. Merci beaucoup. Merci. Moi, peut-être j'ai une question sur la régression isotonique. Je ne connaissais pas du tout non plus. Est-ce que c'est un modèle qu'on peut utiliser comme une couche, par exemple sur un modèle de machine learning qui nous donne des résultats? On s'attendrait à ce que les résultats soient ordonnés, mais ils ne le sont pas forcément. Oui. Est-ce qu'on peut rajouter une couche de régression isotonique dessus pour... Ça a déjà été fait. Donc, il y a un problème qui s'appelle l'auto-calibration des modèles et qui peut être un problème en assurance si on utilise justement des algorithmes de machine learning pour tarifer des contrats. On peut s'apercevoir qu'il y a ce qu'on appelle du cross-financing entre les classes de risque. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement des classes de risque qu'on a surtarifées, d'autres qu'on a sous-tarifées.
comme on n'était pas en contrôle de ce que faisait notre algorithme de machine learning, et on se retrouve avec des situations où certains assurés payent pour d'autres. Ouais. Et finalement, la régression isotonique a été utilisée dans un papier récent de Mario Vutric pour justement régler ce problème d'auto-calibration en venant justement ajuster mieux les primes de façon à ce qu'il n'y ait pas ce cross-financing. Donc l'auto-calibration, ça a l'air d'être un problème dont on entend parler dans la sphère académique. C'était une des sessions de la conférence IME en Écosse, et Mario Vutric a présenté son papier, il était même keynote speaker. Donc ça a l'air d'être un problème qui a l'air d'intéresser les chercheurs. Donc, il y a toute une équipe, hein. Il y a aussi Julien Truffin et Michel Denuy qui travaillent là-dessus en Belgique. Pour l'instant, quand je leur ai demandé mais d'où ça vient ce problème d'auto-calibration, est-ce que ça vient de la pratique? Est-ce que des actuaires, des praticiens vous ont posé des questions sur ce problème? Et apparemment, pas tant que ça en fait. Et, du coup, c'était un peu bizarre ce truc d'auto-calibration, mais j'imagine qu'effectivement, vu comment c'est présenté, ça paraît raisonnable de se dire que il ne doit pas y avoir du cross-financing entre les classes de risque et le problème d'utiliser des méthodes de machine learning, mais même des méthodes GLM simples, hein. On retrouve ce problème de contradiction et de cross-financing entre les classes de risque qui peut être réglé en utilisant la régression isotonique. C'est d'ailleurs ça qui se passe en fait. On est la prime pure et la prime commerciale. On ne voit pas pourquoi la prime commerciale ne doit pas être croissante en fonction de la prime pure. Et donc, on se dit, ça, c'est des contradictions. On essaie de les régler avec la régression isotonique, effectivement. Donc, oui, c'est une méthode qui peut venir faire un réajustement. Ouais. Et je crois que c'est utilisé comme ça en machine learning, la régression isotonique d'ailleurs. Pas en assurance, mais en machine learning en général, je pense qu'il y a des applications comme ça de la régression isotonique. Et merci. D'autres questions? Merci beaucoup, c'était très intéressant la présentation. Merci. Alors, moi, j'ai la même question que Mathias, mais un peu différente. Donc, tu as 9 modèles. Ouais. Moi, ça me fait penser au machine learning. Pourquoi tu ne fais pas une méthode d'ensemble? Tu les mélanges, tu fais une moyenne ou... Tout à fait. Alors, pour ça, il faudrait que je puisse calculer, par exemple, des poids pour chaque modèle. Ouais. Donc, la question, ce serait comment je construis ces poids de façon à ce que je puisse donner une sorte de vue moyenne, d'accord, Avec le cost function, donc. Ouais, ouais. En stade bayésien, il y a une façon de le faire, hein, c'est de calculer, disons, la probabilité a posteriori de chaque modèle. Mais il se trouve que c'est pas facile, notamment quand on utilise cet algorithme ABC. On peut le faire, c'est-à-dire que j'ai quand même... Donc là, le paramètre de précision, c'est le paramètre epsilon qui me donne la distance, à quel point mes données simulées et mes données observées sont éloignées. Donc si je compare cet epsilon obtenu pour chaque modèle, a priori, j'ai une idée de comment ils expliquent les choses. La vérité, c'est que pour ces 9 modèles, ils donnaient à peu près tous la même erreur de 215. Et à part le modèle donc géométrique log normal qui a l'air de se distinguer des autres, qui lui donnait 250. Donc quand même, tous les modèles expliquaient à peu près de la même façon l'erreur, sauf un des modèles qui aurait juste pu être écarté. Et on pourrait essayer de calculer des poids pour chaque modèle, mais on ne se baserait pas sur le epsilon. En fait, on prendrait tous les modèles et au lieu de commencer par tirer un paramètre, ici, on tirerait un modèle. On tire un modèle, on tire un paramètre, on fait le truc et on recommence. C'est comme ça qu'on ferait pour avoir calculé des poids pour chaque modèle dans cet algorithme ABC. La théorie là-dessus n'est pas encore tout à fait au clair. Mais c'est comme ça qu'on ferait pour faire justement une méthode d'ensemble. Et ça fait partie des choses qu'on aimerait bien regarder par la suite. Et un autre truc sur les epsilon. Donc pour les données observées, c'était 215. Les données simulées, on était à 50-60. Ça veut dire que quand même là, il y a un gros problème de modèle misspecification. Vraiment, puisqu'on a, dans les cadres des données simulées, on simulait depuis un modèle et on calibrait le même modèle. Et donc on avait des erreurs qui étaient très faibles par rapport à celles observées. Donc ça veut dire que parmi les modèles, là, j'ai sans doute pas choisi le bon modèle, ça c'est sûr. Et comme je l'ai dit, c'est pas très grave. Oui. Une question assez basique. Par rapport aux données historiques, donc est-ce qu'il y a un seuil minimum quand même de nombre de données de marché par rapport à la concurrence? Voilà, ça c'est difficile à dire. On a l'impression qu'en fait, avec les données de marché, on peut quand même arriver à avoir des choses assez précises et assez vite. Là, on a utilisé juste 89 observations. Ouais. Dans les données simulées, on a commencé avec 50, et déjà avec 50, on obtient des résultats qui sont pas si mal en termes de paramètres, mais c'est parce que
on n'utilise pas des observations du sinistre, on utilise vraiment une espèce de moyenne de la variable aléatoire. Donc, en fait, on est entre on est presque sur une méthode des moments. Quand on utilise la méthode des moments pour calibrer un modèle, on n'a pas besoin de beaucoup de moments, en fait, hein. Si on calibre une loi normale, il y a 2 paramètres, on a besoin de la moyenne et de la variance. C'est tout. Et finalement, c'est un peu ça qu'on est en train de faire, même si notre moyenne et notre variance sont cachées par ces chargements de sécurité. C'est ça qui rend le problème plus difficile. Mais finalement, on n'a pas besoin de beaucoup de données de marché, on n'a pas besoin de collecter beaucoup de données de marché, je pense, pour obtenir des résultats. Par rapport aux données historiques, c'est dans le cadre de la crédibilité, en général, il y a toujours, on fait toujours une estimation de la prime avec un poids qui est donné aux données de marché et à l'a priori qu'on a sur la prime, le risque. Et on fait cette pondération. Cette pondération inclut naturellement le nombre d'observations. Plus on a d'observations, plus on va donner du poids à l'estimateur qui utilise les données historiques. Et on imagine qu'on peut écrire quelque chose comme ça avec les données de marché, en disant bah, on a un certain nombre de données de marché, on a un certain nombre de données historiques, et on va combiner les deux, et les poids vont être calculés de façon intelligente pour que on ait une erreur minimum, quoi, au final. Donc ça, c'est encore à écrire, quoi. Une dernière question avant la pause qui s'impose. Et- Tout à l'heure, tu montrais, et non, mais c'est toujours la régression isotonique hein, qui me questionne moi, Ah oui. par rapport au lien qu'on fait entre la prime pure et la prime commerciale. Bon, c'est à peu près cohérent, raisonnable que ce soit croissant, ce lien. Mais quand on commence à comparer les acteurs entre eux, ça peut être un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu disais. Des acteurs peuvent avoir peut-être une prime pure, deux acteurs un peu légèrement supérieurs à un autre acteur, et en termes de prime commerciale, avoir l'effet inverse, tout simplement parce que il a fait des réductions tarifaires, il a eu une approche plutôt très agressive. Donc, effectivement, quand on passe par la régression isotonique, il me semble que ça ne prend pas bien en compte cette réalité. En tout cas, quand on descend à la prime pure, puisque c'est la prime pure finalement qui va driver la tarification. Ah oui. Je ne sais pas, tu as répondu partiellement, hein, mais il me semble quand même qu'il y a une difficulté. Et... Là, c'est un choix de modélisation qu'on a fait. C'est vrai qu'on essaye en fait de moyenniser le marché, quoi, hein. Ouais. Donc forcément, quand on fait ça, on fait des erreurs, ça c'est sûr. Et on a juste cherché une manière raisonnable de moyenniser le marché qui nous paraissait plus raisonnable que de faire une régression linéaire, par exemple. Bon, on peut débattre de ça, hein, ça c'est sûr. Et il y a plusieurs, enfin la régression isotonique, là c'est le modèle de base que j'ai présenté. On peut imposer d'autres contraintes, Ouais. par exemple de régularité. Là, on a une droite de régression, enfin une fonction de régression qui n'est même pas continue. On pourrait dire, on veut que ce soit continu, on veut que ce soit même dérivable, on va avoir des choses plus lisses. On peut imposer ce genre de conditions en rajoutant des conditions dans le problème d'optimisation. Mais du coup, on peut plus faire le Pava algorithme, on fait autre chose. Et on peut pas le montrer avec une petite animation comme ça. Donc, je peux pas te le faire. En tout cas, merci. Bravo encore.